Chaque année, des centaines de milliers de tonnes d'un métal sont produites dans le monde. Un métal qui ne brille jamais dans les vitrines et ne devient jamais symbole de luxe. Pourtant, sans lui, le monde moderne s'arrêterait tout simplement. Quel est donc ce matériau qui se cache à 2 km de profondeur, résiste à la température de la surface du Soleil et rend l'acier pratiquement indestructible? Pourquoi, pour quelques kilos de ce métal, transforme-t-on des tonnes de roches? Et pourquoi les nations investissent-elles des milliards de dollars dans des mines et des fours dignes de l'enfer? Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours du molybdène, du désert stérile jusqu'au cœur des réacteurs d'avion. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cet élément presque invisible contrôle la puissance de toute notre civilisation. Le molybdène n'existe pas à l'état pur. Il se cache profondément dans la croûte terrestre, généralement associée au cuivre. Son extraction représente un défi que seuls quelques pays leaders peuvent relever. Le plus grand acteur sur ce marché est le Chili. C'est là, au cœur du désert aride d'Atacama, à plus de 2700 mètres d'altitude, que se trouve le légendaire gisement de Chuquicamata. Cette carrière gigantesque mesure près de 4 km de diamètre et 800 mètres de profondeur. Ici, le molybdène est extrait comme un précieux bonus du cuivre. Imaginez l'ampleur. Pour chaque tonne de minerai de cuivre, les métallurgistes n'obtiennent qu'environ 20 kg de concentré de molybdène. Pourtant, grâce aux volumes colossaux traités, le Chili assure près d'un tiers de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas en reste grâce au gisement de Climax dans le Colorado. Cette véritable merveille géologique est exploitée depuis plus d'un siècle. La Chine et le Pérou accroissent également leurs capacités, creusant des mines souterraines profondes et investissant des milliards de dollars dans l'automatisation pour extraire le métal depuis 2 km de profondeur. Le parcours du molybdène, d'un morceau de roche brute à un lingot étincelant, est un processus rigoureux et assourdissant. D'abord, d'immenses excavateurs chargent la roche dans des concasseurs, qui, dans un fracas inouï, brisent la pierre en fragments de la taille d'un poing. Ces éclats passent ensuite dans des broyeurs géants, des tambours d'acier de 9 mètres de long, remplis de lourdes billes métalliques. En tournant, les broyeurs transforment la pierre en une poudre extrêmement fine. L'étape suivante tient de la magie, c'est la flottation. On mélange la poudre avec de l'eau et des réactifs spéciaux dans des cuves où l'on insuffle de l'air. Les bulles capturent les particules de molybdène et les portent à la surface sous forme d'une épaisse mousse grise, que l'on retire ensuite à l'aide de racloirs. Le concentré obtenu est séché dans des fours, donnant une poudre jaunâtre, le trioxyde de molybdène. Pour fondre le molybdène, on utilise des fours à arc électrique géants. Ce sont des structures massives à l'intérieur desquelles règne une atmosphère d'enfer incandescent. L'élément clé ici, ce sont les électrodes en graphite, des colonnes de carbone d'1 mètre d'épaisseur qui s'enfoncent dans la charge. Lorsqu'on y applique une tension colossale, un arc électrique aveuglant jaillit entre l'électrode et le métal. La température à l'épicentre de cet arc atteint près de 6000 degrés Celsius, une chaleur comparable seulement à celle qui règne à la surface du Soleil. Dans ce chaos de feu, au milieu du grondement incessant des décharges électriques et des nuages d'étincelles incandescentes, s'accomplit un mystère métallurgique. L'oxyde de molybdène se mêle au fer et, sous l'action du plasma, ils fusionnent en un bain monolithique. Le spectacle est fascinant. Le métal liquide bouillonne, comme la lave au cœur d'un volcan. Et même les lunettes de protection les plus sombres des aciéristes ne suffisent pas à atténuer son éclat. Mais obtenir la fonte n'est que la moitié du chemin. L'étape suivante, le raffinage. Pour que l'acier futur soit irréprochable, l'alliage obtenu doit être débarrassé des moindres impuretés et des gaz susceptibles de le fragiliser. Pour ce faire, le ferromolybdène en fusion
est traversé par un flux d'argon. Ce gaz inerte circule à travers la masse métallique en millions de bulles, emportant littéralement vers la surface tout ce qui est superflu. Ce procédé permet d'atteindre une pureté du produit tout à fait remarquable, 99,5%. À la sortie, on obtient un matériau d'une pureté parfaite, prêt à devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fois le raffinage achevé, le liquide argenté, presque blanc sous l'effet de la chaleur, est coulé dans des moules spéciaux. Après refroidissement, ils se transforment en briquettes lourdes et résistantes. Chaque briquette est un véritable trésor. Ce n'est pas simplement du métal, c'est l'énergie accumulée de milliers de kilowattheures et le travail de nombreux spécialistes. Ces briquettes sont emballées dans des fûts robustes et partent pour un long voyage aux quatre coins du monde, vers les plus grandes aciéries d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Dans les aciéries, ces briquettes attendent leur mission finale. Dans les gigantesques convertisseurs où bouillonnent 200 tonnes de fonte en fusion, le ferromolybdène devient cet ingrédient secret. Dès que la briquette froide touche le métal liquide, elle se dissout instantanément, créant des liaisons carbure particulières au niveau moléculaire. Le molybdène agit comme une colle invisible et dans le même temps comme une armure. Il rend la structure de l'acier parfaitement homogène. Grâce au molybdène, l'acier acquiert une propriété unique. Il ne se fissure pas sous pression critique et ne ramollit pas lors de surchauffe. C'est précisément pour cette raison qu'on l'utilise dans la fabrication des aubes de turbines, des avions à réaction, qui fonctionnent dans la fournaise infernale du moteur, ou pour les trépans qui mordent dans la roche dure à des milliers de mètres de profondeur. Sans cet alliage, l'industrie pétrolière moderne, les vols spatiaux et même l'artillerie lourde seraient impossibles. L'ensemble de ce processus dure environ 1 an et demi. La production mondiale de molybdène se maintient à un niveau stable de 280 à 320 000 tonnes par an, avec une croissance prévue jusqu'à 350 000 tonnes d'ici 2030 en raison de la demande pour les technologies vertes. Le Chili est en tête avec 28 à 32%, suivi de la Chine avec 22 à 25%, soit environ 75 000 tonnes. Les États-Unis en extraient de 14 à 16%, ce qui représente environ 45 000 tonnes. Le Pérou détient de 9 à 11%. Le molybdène est plus résistant que le titane dans les alliages et supporte une température de fusion de 2623 degrés. Mais saviez-vous que le tungstène fait encore mieux ? Dites-nous si vous souhaitez une vidéo sur ce métal. Le nom molybdène vient du mot grec ancien molybdos, qui signifie plomb. Les Grecs de l'Antiquité furent les premiers à remarquer cet étrange minerai noir, qui ressemblait au plomb par son poids et son éclat, mais qui ne fondait pas comme un métal et ne convenait pas pour fabriquer des outils. Ils le confondaient avec le graphite. Les deux minéraux ont un éclat argenté, une structure feuilletée et une texture tendre, laissant une trace noire sur le papier ou la pierre. Les Grecs utilisaient la molybdénite comme minerai de plomb pour les peintures ou les onguents, mais ne reconnurent pas le métal. La première étude scientifique eut lieu au XVIIe siècle, lorsque le Suédois Johan Gmelin décrivit la molybdéna comme une substance distincte. En 1778, Carl Wilhelm Scheele extrait l'acide molybdique, et en 1781, Peter Hjelm obtient le métal pur en fondant l'oxyde avec du charbon. La confusion avec le graphite persista. Le minerai fut même appelé graphite de molybdène. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le molybdène fut reconnu comme essentiel pour l'acier. Henri Bessemer l'ajouta dans ses convertisseurs pour la résistance.
Chaque année, l'humanité produit une substance noire, sans laquelle aucune voiture ne roulerait, ton smartphone ne fonctionnerait pas, et les batteries modernes n'existeraient pas. Mais si je te disais qu'il ne s'agit pas de simple suie, mais d'un matériau né dans un enfer contrôlé à une température supérieure à celle de la lave volcanique. Des particules si minuscules que des milliers d'entre elles tiendraient sur le diamètre d'un cheveu humain. Et ce sont justement elles qui supportent des dizaines de tonnes de charge sur la route. Pourquoi les pneus sont-ils devenus noirs? Pourquoi sans cette poudre, le caoutchouc se désagrège-t-il en quelques mois? Et il existe un moment dans la fabrication dont on parle à peine, mais qui change tout. Reste avec nous jusqu'à la fin, et tu découvriras le secret qui se cache au cœur de cette matière noire. Commençons par préciser que le noir de carbone n'est pas simplement la suie de la cheminée de votre grand-mère. C'est un produit high-tech, à la structure rigoureusement contrôlée, avec des particules de taille et de propriétés définies. Au microscope, il ressemble à des milliards de minuscules sphères mesurant de 10 à 500 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain a une épaisseur d'environ 70 000 nanomètres. Ces particules sont donc 1000 fois plus petites. L'histoire du noir de carbone remonte loin dans le temps. Dans l'Égypte et la Chine ancienne déjà, on récoltait la suie issue de la combustion d'huile pour l'utiliser comme pigment noir dans les encres et les peintures. Mais la véritable révolution survient au début du XXe siècle, lorsque quelqu'un a l'idée d'ajouter de la suie au caoutchouc et découvre que le matériau devient bien plus résistant et durable. Avant cela, les pneus automobiles étaient blancs ou gris et ne duraient que quelques centaines de kilomètres. Après l'ajout de noir de carbone, ils sont devenus noirs et ont commencé à parcourir des dizaines de milliers de kilomètres. Aujourd'hui, près de 70% de tout le noir de carbone produit dans le monde est destiné à la fabrication de pneus. Le reste est utilisé dans une quantité innombrable de produits, des encres d'imprimerie aux cosmétiques, des plastiques aux batteries. Chaque année, plus de 12 millions de tonnes de noir de carbone sont produites dans le monde. C'est une industrie colossale dont on entend pourtant peu parler. Comment cette substance noire est-elle fabriquée? La méthode principale s'appelle le procédé au four. Imaginez un four gigantesque d'environ 30 mètres de long et plusieurs mètres de diamètre, fonctionnant à des températures comprises entre 1300 et 1650 degrés Celsius. À l'intérieur se crée un enfer contrôlé, où les hydrocarbures sont littéralement déchirés, atome par atome. Le processus commence avec la matière première, le plus souvent des résidus pétroliers lourds, obtenus lors du raffinage du pétrole. Ce sont des liquides épais et goudronneux, riches en carbone. Parfois on utilise du gaz naturel ou du charbon, mais les produits pétroliers donnent la meilleure qualité. Cette matière première est préalablement chauffée à une température d'environ 200 degrés pour qu'elle devienne suffisamment fluide pour être pulvérisée. Puis vient la magie. La matière première est pulvérisée en un fin brouillard dans une chambre de combustion où l'on injecte sous haute pression de l'air chaud ou de l'oxygène. Les gouttelettes s'enflamment instantanément et commencent à brûler. Mais ce n'est pas une combustion complète, comme dans un poêle à bois. C'est un processus incomplet contrôlé, où l'on donne délibérément moins d'oxygène qu'il n'en faudrait pour une combustion totale. À des températures aussi extrêmes, les molécules d'hydrocarbures se décomposent. Les atomes de carbone, libérés des molécules, commencent à s'assembler entre eux, formant de minuscules germes de futures particules. Ces germes se développent en agrégeant toujours plus d'atomes de carbone. L'ensemble du processus ne dure que quelques millisecondes. De la gouttelette de pétrole à la particule de suie formée, il s'écoule moins d'un dixième de seconde. Les particules continuent de circuler dans le four avec les gaz chauds. À un moment précis, on injecte de l'eau ou de la vapeur dans le four pour abaisser brutalement la température et stopper la réaction. Sans cette intervention rapide,
les particules continueraient de croître jusqu'à devenir trop volumineuses ou se consumeraient entièrement en dioxyde de carbone. Le contrôle de la température et du temps de réaction détermine la taille et les propriétés des particules. Les gaz chauds contenant des particules de noir de carbone traversent une série d'échangeurs thermiques, où ils sont refroidis à environ 200 degrés. Ce mélange passe ensuite dans un système de filtration. On utilise le plus souvent des filtres à manches, d'immenses sacs en tissu spécial, à travers lesquels le gaz circule, tandis que les particules de suie se déposent sur les parois. Périodiquement, les filtres sont secoués, et la suie tombe vers le bas, où elle est collectée. Mais ce n'est pas encore le produit final. Le noir de carbone fraîchement produit contient diverses impuretés, des résidus d'hydrocarbures, de l'eau, parfois du soufre et d'autres substances. Il est envoyé pour un traitement supplémentaire. Parfois, on le granule. On le compresse en petites billes de quelques millimètres afin de faciliter son transport et son utilisation. Parfois, on le traite avec des produits chimiques pour modifier les propriétés de surface des particules. Il existe différentes qualités de noir de carbone, qui se distinguent par la taille des particules, leur structure et leurs propriétés. Pour les pneus, on utilise généralement de la suie, dont les particules mesurent environ 20 à 50 nanomètres. Plus les particules sont fines, plus leur surface de contact avec le caoutchouc est importante et meilleur est le renforcement. Mais des particules trop fines sont plus difficiles à répartir uniformément dans le caoutchouc. Il faut donc trouver un équilibre. Maintenant, la question essentielle, pourquoi le noir de carbone fonctionne-t-il si bien dans le caoutchouc? Lorsqu'on mélange du caoutchouc avec de la suie et qu'on le vulcanise, les particules de carbone créent dans le caoutchouc un réseau tridimensionnel qui renforce le matériau. Prenez par exemple des spaghettis nature. Ils sont mous et se cassent facilement. Ajoutez-y maintenant une multitude de petites billes dures qui se lient aux molécules de spaghettis et entre elles. La structure devient beaucoup plus solide. Le noir de carbone représente jusqu'à 30% du volume d'un pneu. Sans lui, le caoutchouc s'userait 10 à 15 fois plus vite. Un pneu moderne parcourt 60 à 80 000 km grâce précisément au noir de carbone. Il absorbe les contraintes mécaniques, les répartit, empêche le caoutchouc de se déchirer à chaque nid de poule. Autre propriété remarquable, la résistance aux ultraviolets. Le caoutchouc pur se dégrade sous la lumière solaire en quelques mois. La suie absorbe les rayons ultraviolets et protège les chaînes polymères de la décomposition. C'est pourquoi les produits en caoutchouc contenant du noir de carbone peuvent servir des années en plein air sans se détériorer. Au-delà des pneus, le noir de carbone entre dans la composition de milliers d'articles en caoutchouc. Courroies de moteur, joints d'étanchéité, flexibles, chaussures, tapis. Tous ces objets sont noirs justement à cause de la suie, et c'est elle qui les rend solides et durables. Il existe d'autres charges pour le caoutchouc, comme la silice, mais le noir de carbone est moins cher et plus efficace pour la plupart des applications. Mais les pneus ne sont pas la seule utilisation. Dans les batteries lithium-ion modernes, qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur portable et les voitures électriques, le noir de carbone joue un rôle crucial. Il est ajouté aux électrodes comme additif conducteur. Pourquoi est-ce important ? Parce que les matériaux actifs des électrodes conduisent mal l'électricité par eux-mêmes. Sans noir de carbone, la batterie ne pourrait ni se charger ni se décharger rapidement. Les particules de suie créent des chemins conducteurs dans la masse de l'électrode. Les électrons peuvent circuler rapidement à travers ce réseau, augmentant la puissance de la batterie. Et il ne faut que 2 à 5% de noir de carbone par rapport à la masse de l'électrode. Pas besoin de plus, car il ne participe pas aux réactions de stockage d'énergie. Il assure simplement le transport des électrons.
Dans les encres d'imprimerie et les toners, le noir de carbone constitue le pigment noir de référence. Il procure un noir profond et saturé, résistant à la décoloration. Le texte d'un livre imprimé il y a 100 ans, avec du noir de fumée, reste aujourd'hui net et noir. Les pigments synthétiques n'offrent pas une telle stabilité. Dans les plastiques, le noir de carbone sert à la fois de pigment et de protection contre les ultraviolets. Les pièces automobiles en plastique noir, les boîtiers électroniques, les canalisations, nombre d'entre eux contiennent du noir de carbone. Il améliore également la conductivité électrique des plastiques, ce qui s'avère essentiel pour les matériaux antistatiques et le blindage contre les interférences électromagnétiques. Chaque année, l'humanité extrait plus de 300 000 tonnes d'étain, un métal qui a transformé l'histoire aussi profondément que l'électricité ou Internet. Imaginez, quelques grammes de ce métal à l'intérieur de votre téléphone maintiennent ensemble des milliers de contacts microscopiques. Et maintenant, imaginez que sans l'étain, l'âge du bronze n'aurait jamais existé. Mais il y a un secret que l'industrie dissimule soigneusement. Ne manquez pas la suite. Vous découvrirez un fait sur l'étain qui bouleversera votre vision de l'électronique moderne. L'étain n'est pas qu'un simple effet de mode. C'est un métal à l'histoire millénaire, profondément ancré dans le temps. Sa découverte fut une véritable révolution qui modifia à jamais le cours de la civilisation humaine, inaugurant ce que l'on nomme l'âge du bronze. Imaginez, les anciens artisans avaient appris à extraire le cuivre et à en fabriquer des outils. Mais le cuivre était trop tendre. Et voilà que, par hasard ou par expérimentation, ils découvrirent qu'en ajoutant au cuivre fondu un peu d'un autre métal alors inconnu, l'étain, l'alliage devenait incroyablement résistant, dur, plus facile à couler et gardait bien mieux son tranchant. Ce métal, c'était l'étain. L'alliage de cuivre et d'étain prit le nom de bronze. Épée, bouclier, outils, parures en bronze. Tout cela devint soudain accessible, conférant aux civilisations anciennes un avantage considérable. Ce fut un véritable bond technologique qui transforma la guerre, l'agriculture et les arts. L'étain devint si précieux qu'on se battit pour ses gisements, et les routes commerciales menant aux mines d'étain, comme celle de Cornouailles en Grande-Bretagne, revêtaient une importance capitale. Au fil des siècles, l'étain conserva sa valeur. On l'utilisa comme revêtement protecteur contre la corrosion. Le fer blanc, cette fine feuille d'acier étamé dont on fit les boîtes de conserve, en est l'exemple parfait. Il servit aussi à fabriquer des soudures tendres pour assembler les métaux, à produire des miroirs et même à créer des tuyaux d'orgue et des pièces de monnaie. Mais sa véritable renaissance survint au XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique. Plus de 50% de la consommation mondiale d'étain revient désormais à ce secteur. Les soudures. Voilà son rôle principal. Votre ordinateur, votre smartphone, votre télévision. À l'intérieur, des milliers de composants électriques sont reliés entre eux. Ces connexions sont réalisées grâce à la soudure, le plus souvent un alliage d'étain et d'autres métaux. Par exemple, du plomb autrefois, aujourd'hui principalement du cuivre, de l'argent ou du nickel. L'étain convient parfaitement aux soudures, car il possède un point de fusion relativement bas, ce qui permet de le fondre facilement et de former des connexions sans endommager les composants électroniques sensibles. De plus, l'étain mouille les métaux, c'est-à-dire qu'il s'étale aisément sur la surface en créant une liaison électrique et mécanique solide. Il offre également une bonne conductivité électrique et résiste à la corrosion.
L'électronique moderne utilise ce que l'on appelle des soudures sans plomb, ce qui constitue une avancée majeure pour l'environnement. L'étain est le composant principal de ces alliages. Sans connexion soudée fiable, toute l'architecture complexe des circuits intégrés s'effondrerait tout simplement, et votre appareil ne serait plus qu'un amas de composants inutiles. L'étain sert à recouvrir d'autres métaux, notamment le cuivre, sur les circuits imprimés. Cela protège les pistes de cuivre de l'oxydation et facilite le processus de soudure. On l'utilise également pour revêtir les connecteurs, ce qui améliore leur conductivité électrique et leur résistance à la corrosion. L'étain n'est pas un élément très abondant dans la croûte terrestre. Son principal minéral est la cassitérite, c'est-à-dire l'oxyde d'étain. C'est un minéral assez dense, que l'on trouve souvent dans des gisements alluvionnaires, ce qui signifie qu'il peut être extrait des sédiments fluviaux ou d'anciens rivages marins. Plus de 70% de la production mondiale d'étain est concentrée dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud: la Chine, l'Indonésie, le Myanmar et le Pérou. Cela rend le marché de l'étain particulièrement sensible aux événements politiques et économiques dans ces régions. L'extraction de l'étain commence par la phase d'exploration. Les géologues, armés de technologies modernes, mènent des études, des forages et des analyses d'échantillons de sol et de roches afin de localiser les gisements où la concentration de cassitérite est suffisamment élevée pour permettre une exploitation économiquement rentable. Une fois le gisement identifié, son exploitation débute et peut emprunter 2 voies principales selon le type de gisement. La première, et la plus courante, consiste à extraire l'étain des gisements alluviaux. Imaginez, pendant des millions d'années, la cassitérite, arrachée aux roches-mères par l'eau et l'érosion, s'est accumulée dans les lits des rivières, au fond des lacs ou sur d'anciennes berges marines. Il se déposait comme du sable sous forme de placers. L'extraction de ces gisements est souvent moins complexe que celle des mines souterraines. On y utilise d'immenses dragues, de véritables usines flottantes qui aspirent des tonnes de terre et de gravier au fond des cours d'eau. Ou encore des monitors hydrauliques, de puissants jets d'eau sous haute pression qui lessivent les sols des berges ou des flancs de collines contenant de la cassitérite. La masse de roches ainsi délayée passe ensuite par un enrichissement primaire, où des méthodes gravitationnelles, exploitant la différence de densité, séparent la cassitérite de la gangue plus légère. C'est l'équivalent industriel de l'orpaillage, mais à une échelle gigantesque. La seconde méthode consiste à extraire le minerai de gisement primaire, où la cassitérite se trouve directement dans la roche dure. On y exploite alors des mines souterraines traditionnelles, comme pour l'extraction d'autres métaux. Les mineurs forent des tunnels et des trous de mine dans la roche, utilisent des explosifs pour fragmenter le filon, puis des chargeuses récupèrent le minerai et le remontent en surface. Cette extraction est plus coûteuse et complexe, nécessitant un équipement puissant et le respect de protocoles de sécurité rigoureux. Après l'extraction, le minerai, quelle que soit son origine, est acheminé vers l'usine de traitement. Il y est d'abord concassé, puis broyé en une poudre très fine dans des broyeurs, afin de libérer les cristaux de cassitérite de la roche environnante. Différentes méthodes d'enrichissement sont ensuite appliquées. La première méthode est la séparation par gravité. La cassitérite étant un minéral relativement dense, on la sépare des minéraux plus légers à l'aide d'eau. Cette opération peut s'effectuer sur des cribles vibrants, des tables à secousses ou des séparateurs en spirale. La deuxième méthode est la flottation. Pour enrichir davantage le minerai ou séparer la cassitérite d'autres minéraux, on utilise parfois la flottation. La cassitérite adhère sélectivement aux bulles d'air
et remonte à la surface sous forme de mousse. Au terme de tous ces procédés, on obtient un concentré d'étain contenant plus de 50% de cassitérite, voire davantage. Ce concentré est ensuite acheminé vers une usine métallurgique pour produire de l'étain métallique pur. Là, le concentré, qui est un oxyde d'étain, est mélangé avec du charbon, qui joue le rôle de réducteur, et des fondants. Les fondants sont des substances qui facilitent la séparation des impuretés. Ce mélange est chauffé dans des fours spéciaux à des températures élevées, généralement autour de 1300 degrés Celsius. À ces températures, le carbone capte l'oxygène de l'oxyde d'étain, libérant ainsi l'étain métallique pur, qui fond et s'écoule au fond du four. Le plomb brut fondu obtenu contient encore des impuretés d'autres métaux. Il passe donc par une étape cruciale supplémentaire, le raffinage. Il peut s'agir d'une purification thermique, où le plomb est chauffé à des températures précises pour que les autres métaux se séparent ou remontent à la surface. Ou plus fréquemment, d'un raffinage électrolytique qui permet d'atteindre une très haute pureté de l'étain. Une haute pureté, c'est-à-dire quasiment 100% dans ce cas, vous imaginez ? Cela s'avère absolument essentiel, en particulier pour l'industrie électronique, où les moindres impuretés peuvent affecter la conductivité électrique et la fiabilité des composants. Et si je vous disais qu'il existe un métal si léger qu'il semble faux, mais suffisamment résistant pour soutenir le fuselage d'un avion, et que ce métal peut être extrait simplement de l'eau de mer? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est précisément ici que commence le mystère du magnésium, un matériau qui transforme discrètement l'aviation, les gadgets et même la médecine. Et le plus fascinant, à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un fait sur ce métal qui bouleversera votre perception de l'industrie moderne. Alors, attachez vos ceintures, nous plongeons dans un univers où la légèreté peut surpasser l'acier. Le magnésium est si léger qu'il semble irréel, mais il est en même temps aussi résistant que l'acier et possède des propriétés uniques. Il construit déjà notre avenir, le rendant plus léger, plus rapide et plus efficace. Le magnésium, 12e élément du tableau périodique, appartient aux métaux alcalino-terreux, tout en demeurant l'un des matériaux structurels les plus légers disponibles pour l'industrie. Son faible numéro atomique ne témoigne nullement de capacité modeste. Le magnésium allie faible densité, résistance suffisante et remarquable aptitude à former des alliages légers et rigides. La comparaison avec d'autres métaux s'avère particulièrement frappante. Il est environ un tiers plus léger que l'aluminium, ce qui le rend attractif pour toute construction, où l'économie de poids revêt une importance critique. Si on le compare au titane, la différence atteint près de 60%, ce qui démontre le potentiel du magnésium dans les applications aérospatiales et de transport, domaine traditionnellement dominé par le titane. Et enfin, le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, tout en offrant, grâce à ses alliages, une résistance suffisante pour de nombreuses applications techniques. C'est précisément cette combinaison de propriétés qui fait du magnésium un métal d'avenir prometteur dans de nombreux secteurs. Imaginez un peu, vous pouvez créer une pièce aussi résistante que l'aluminium, mais pesant 3 fois moins. Ce n'est pas simplement extraordinaire, c'est une véritable révolution pour de nombreux domaines. Il présente une couleur blanc argenté, s'oxyde facilement à l'air, en formant une pellicule protectrice, et, fait intéressant, peut brûler avec une flamme d'un blanc éblouissant. Une propriété autrefois exploitée dans les anciens flashs photographiques. Le magnésium est un élément extrêmement abondant, ce qui le rend d'autant plus attractif.
Il occupe le 8e rang parmi les éléments les plus répandus dans la croûte terrestre et le 3e rang parmi les éléments dissous dans l'eau de mer. Et oui, l'océan constitue une source immense de magnésium. Le magnésium peut être extrait de l'eau de mer, et cette méthode ressemble véritablement à quelque chose venu du futur. Bien que le magnésium n'y soit présent qu'à hauteur de quelques dixièmes de %, le volume même des océans le rend pratiquement inépuisable. L'eau de mer est simplement prélevée et on y ajoute de la chaux. Il se forme alors de l'hydroxyde de magnésium, qui ne se dissout pas et précipite immédiatement au fond. Ce précipité est séparé, lavé, puis mis à réagir avec de l'acide chlorhydrique afin d'obtenir du chlorure de magnésium. La solution est ensuite évaporée jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un sel fondu pratiquement pur. C'est précisément ce sel fondu qui est introduit dans les électrolyseurs. Sous l'action du courant, le chlorure de magnésium se décompose. Le magnésium pur se dépose à la cathode, tandis que le chlore est extrait séparément et peut être réutilisé. Le procédé consomme énormément d'énergie, mais le résultat est un métal de très haute pureté obtenu à grande échelle. La seconde méthode est plus terrestre, car elle repose sur l'extraction de minéraux, la dolomite et la magnésite. On les extrait dans des carrières ou des mines, on les broie, puis on les envoie à la calcination. Sous l'effet de températures élevées, le dioxyde de carbone s'échappe du minerai, et il ne reste que l'oxyde de magnésium. C'est alors qu'intervient la pyrométallurgie. L'oxyde de magnésium est mélangé au ferrosilicium et chauffé à très haute température sous vide. Dans ces conditions, le magnésium commence à s'évaporer, et c'est justement sous forme de vapeur qu'on le sépare, puis qu'on le condense en métal pur. C'est une voie plus traditionnelle, mais elle reste largement utilisée grâce à un équipement relativement simple et des résultats stables. Le magnésium n'est pas seulement un métal léger, c'est un matériau d'avenir qui est déjà activement employé dans de nombreux secteurs, démontrant ses propriétés uniques. L'industrie automobile et l'aéronautique, c'est son heure de gloire, où chaque gramme compte. Plus une voiture ou un avion est léger, moins il consomme de carburant, et moins il rejette de substances nocives dans l'atmosphère. Imaginez si la carrosserie de votre véhicule n'était pas en acier, mais en alliage de magnésium. Cela rendrait le transport plus rapide, plus économique et plus écologique. Les alliages de magnésium sont utilisés pour les carters de moteur et les transmissions, où une résistance élevée est nécessaire avec un poids minimal. Les jantes légères et robustes en magnésium améliorent la maniabilité et réduisent la charge sur la suspension. Les éléments de siège et de tableau de bord deviennent plus compacts, tandis que les parties de carrosserie résistent mieux à la corrosion. Dans l'aviation et l'industrie spatiale, le magnésium est idéal pour les composants légers des avions, fusées et satellites, où chaque gramme vaut son pesant d'or, permettant d'augmenter l'autonomie des vols et la manœuvrabilité des appareils. L'électronique et les gadgets ne peuvent également plus se passer du magnésium. Votre smartphone, votre ordinateur portable, votre tablette cherchent à devenir plus fins, plus légers et plus résistants. Et les boîtiers en alliage de magnésium conviennent parfaitement à cet objectif. Non seulement ils sont légers, mais ils dissipent également remarquablement la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable des processeurs et des batteries même sous charge. De nombreux ordinateurs portables haut de gamme et appareils photo professionnels possèdent justement des boîtiers en magnésium, qui résistent au choc sans ajouter de poids superflu. La médecine ouvre une nouvelle ère avec le magnésium. Les scientifiques développent des implants pour traiter les fractures osseuses, qui, avec le temps, se dissolvent dans l'organisme sans laisser de traces et sans nécessité d'intervention chirurgicale supplémentaire. Il s'agit d'une véritable révolution en biomédecine,
où le magnésium devient un matériau biocompatible qui stimule la cicatrisation des tissus. Les alliages et la métallurgie constituent un autre domaine où le magnésium s'avère indispensable. Il représente un élément d'alliage essentiel dans de nombreux alliages d'aluminium, et l'ajout d'une petite quantité de magnésium rend l'aluminium considérablement plus résistant et plus stable face à la corrosion. Par exemple, les alliages aluminium-magnésium sont largement utilisés dans l'industrie maritime pour les coques de navires, capables de résister à l'eau salée, ainsi que pour la fabrication de canettes de boissons, à la fois légères et inoxydables. La pyrotechnie et l'éclairage exploitent la flamme blanche éclatante du magnésium. Elle brûle avec intensité, ce qui explique son utilisation dans les feux d'artifice, les fusées éclairantes et les dispositifs d'éclairage spéciaux, destinés à produire une lumière puissante. L'industrie chimique apprécie le magnésium comme agent réducteur dans la production d'autres métaux. Le titane par exemple, et comme catalyseur dans des processus chimiques complexes, accélérant les réactions sans nuire à l'environnement. Même dans les compléments alimentaires et la médecine, le magnésium joue un rôle vital. C'est un minéral essentiel pour notre organisme, participant à des centaines de réactions biochimiques, de la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses au contrôle de la glycémie et de la pression artérielle. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de magnésium pour améliorer leur sommeil, réduire le stress, soutenir le système cardiovasculaire et maintenir leur tonus général. Ainsi, le magnésium traverse toutes les sphères de la vie moderne, des transports et gadgets à la santé, prouvant que la légèreté peut s'allier à une utilité extraordinaire. Toutes les 60 secondes dans le monde, plus de 100 catalyseurs sont volés sur des automobiles. Les criminels ne chassent pas les voitures. Ils s'intéressent au métal à l'intérieur, plus cher que l'or et le platine réunis. Son prix atteignait 2800 $ l'once, et les réserves mondiales pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Le plus étonnant, ce métal est caché dans le pot d'échappement de presque chaque voiture qui passe devant vous en ce moment même. Le palladium, un élément rare dont 80%, est concentré dans seulement 2 pays et qui nous sauve littéralement de l'asphyxie chaque jour. Mais il y a un détail que peu de gens soupçonnent. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez le sombre secret de pourquoi ce métal, sans intérêt apparent, pourrait provoquer une crise mondiale dès demain. Prêts à révéler la vérité sur le palladium? Oubliez les diamants brillants et les montres de luxe. Le vrai buzz et la vraie valeur dans le monde moderne se cachent souvent là où vous vous y attendez le moins. Le palladium, c'est exactement ce genre de MVP de l'ombre. Le truc c'est, si vous avez une voiture, alors c'est presque sûr à 100% qu'elle contient un catalyseur. Et dedans, du palladium. Ce n'est pas juste une petite pièce quelconque, c'est un vrai filtre qui rend l'air que nous respirons plus propre. Quand le moteur brûle de l'essence, il dégage plein de substances nocives. Monoxyde de carbone, oxyde d'azote, hydrocarbures. Si tout cela était simplement relâché dans l'atmosphère, nous respirerions du poison depuis longtemps. C'est là qu'entre en jeu le catalyseur. Le palladium, avec le platine et le rhodium, agit comme catalyseur. Il accélère les réactions chimiques qui transforment ces gaz toxiques en substances moins nocives. Eau, dioxyde de carbone et azote. Autrement dit, il nous sauve littéralement du smog et des pluies acides. Le palladium,
appartient au groupe des métaux du platine, qui comprend également le platine, le rhodium, le ruthénium, l'osmium et l'iridium. Ces métaux sont rares, inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas facilement avec d'autres éléments et ont des propriétés catalytiques uniques. Longtemps, le platine était le roi. Il était utilisé en bijouterie, dans l'industrie et dans ces mêmes catalyseurs. Mais ensuite, il y a eu un plot twist. La demande d'automobiles a commencé à croître, les normes écologiques devenaient de plus en plus strictes et le palladium s'est révélé être une alternative moins chère et plus efficace au platine pour les moteurs essence. Pour les diesels, le platine reste plus performant. Résultat, le prix du palladium a littéralement explosé. Il a dépassé le platine, puis l'or, devenant l'un des métaux les plus chers au monde. En 2020 et 2021, son prix atteignait plus de 2800 $ l'once, ce qui en faisait l'objet d'envie de tous les investisseurs et la cause de la chasse aux catalyseurs pour un gain facile. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est criminel. Le palladium est une ressource qui est extraite de la Terre. Et il y en a très peu. Selon les estimations d'experts, plus de 80% des réserves mondiales de palladium sont concentrées dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et la Russie. Imaginez que tous vos produits dérivés préférés ou votre console de jeu ne soient fabriqués que par 2 entreprises au monde. Le moindre problème chez elles, et c'est fini, pénurie, prix dans l'espace, buzz incontrôlable. C'est pareil avec le palladium. Les événements politiques et économiques dans ces pays peuvent instantanément influencer les livraisons mondiales et le prix du métal. Et le plus important, c'est une ressource non renouvelable. Chaque gramme que nous extrayons est un gramme de moins dans les entrailles de la Terre. Au rythme actuel d'extraction et de consommation, les réserves de palladium pourraient s'épuiser dans quelques décennies. Ce n'est pas seulement un problème pour l'industrie automobile, c'est un défi global qui force les scientifiques et ingénieurs à chercher des alternatives et de nouvelles solutions. La majorité du palladium, comme nous l'avons déjà établi, se trouve dans 2 endroits sur la planète. Et il n'y traîne pas en pépites séparées, comme l'or ou l'argent. Le palladium est un vrai introverti qui se cache en compagnie de ses frères du groupe des métaux du platine et d'autres métaux, comme le nickel et le cuivre. Il fait partie d'un minerai complexe qu'il faut d'abord trouver, puis très soigneusement déballer. Les géologues étudient pendant des années de vastes zones terrestres, utilisant diverses technologies, du cartographie détaillée et des méthodes géophysiques. C'est quand, avec des appareils spéciaux, ils radiographient la Terre pour trouver des anomalies, jusqu'au forage d'exploration. Ils cherchent ces fameux corps minéralisés, des zones rocheuses où la concentration de palladium et d'autres métaux précieux est suffisamment élevée pour que leur extraction soit économiquement rentable. Trouvé? Cool. Maintenant commence le plus intéressant. La majorité du palladium est extraite de mines souterraines. Oubliez les images de dessins animés, où les nains creusent avec des petites pioches. Ce sont des constructions d'ingénierie colossale, d'énormes tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, parfois jusqu'à 4 kilomètres de profondeur. C'est comme construire des villes souterraines entières. Les mineurs, dans un équipement spécial et avec des masques qui protègent de la poussière, travaillent dans des conditions difficiles. Ils utilisent de puissantes foreuses pour créer des trous de mine, des orifices dans la roche. Puis ces trous sont remplis d'explosifs. Boum! Après l'explosion contrôlée, la roche se brise et forme de gros morceaux de minerai contenant du palladium. Ces morceaux de roche sont ensuite chargés dans des camions spéciaux ou sur des tapis roulants qui les transportent vers les ascenseurs.
Les ascenseurs sont comme des ascenseurs géants qui déplacent des tonnes de minerais des profondeurs de la mine vers la surface. C'est un processus très énergivore, et toute cette infrastructure, ventilation, éclairage, transport, nécessite un contrôle et une maintenance constants. Quand le minerai arrive en surface, ce n'est pas encore fini. Il ressemble juste à une pierre ordinaire, et personne ne devinerait même qu'un métal précieux y est caché. Donc la prochaine étape est l'enrichissement. C'est comme séparer le grain de la paille, mais à l'échelle d'une entreprise industrielle. D'abord, le minerai est broyé. Il passe par des concasseurs, des machines gigantesques qui brisent littéralement les gros morceaux en plus petits. Puis ces morceaux plus petits sont alimentés dans des broyeurs, où à l'aide de boules ou de barres d'acier, ils sont réduits en fine poudre. C'est un vrai spectacle de puissance industrielle. Grondements, vibrations, nuages de poussière. Tout cela crée l'impression que vous vous trouvez sur une station spatiale. Après le broyage, commence le processus le plus complexe et le plus intéressant, la flottation. De grands réservoirs remplis d'eau, à laquelle on ajoute des réactifs chimiques spéciaux, collecteurs et moussants. Ces réactifs ont une propriété étonnante. Ils adhèrent sélectivement aux particules de palladium et d'autres métaux du groupe du platine, les rendant hydrophobes, c'est-à-dire repoussant l'eau. Puis, on fait passer de l'air à travers ce mélange, créant des millions de bulles. Les particules de minerai auxquelles les réactifs ont adhéré s'accrochent à ces bulles et remontent à la surface, formant une mousse. Et la roche vide se dépose au fond. Cette mousse est collectée. C'est le concentré qui contient beaucoup plus de palladium que le minerai initial. Mais même ce concentré contient encore plein de choses indésirables. Donc il est envoyé aux usines métallurgiques. Là, le concentré subit un traitement à haute température dans des fours, où les métaux fondent. Puis ils sont séparés par différentes méthodes, par exemple par électrolyse ou dissolution chimique, pour séparer les métaux du platine, du nickel et du cuivre. C'est une ingénierie chimique très complexe qui permet d'obtenir un mélange de métaux du groupe du platine. Chaque année, le monde produit plus d'1 million de tonnes de magnésium métallique. Mais seuls quelques-uns savent que la majorité de ce métal naît en un seul endroit, dans la province chinoise du Shaanxi. Là, parmi les montagnes et la fumée, des fours chauffés à 800 degrés brûlent sans cesse. Ici naît le métal, qui est 4 fois plus léger que l'acier, mais suffisamment solide pour soutenir les ailes des avions Airbus et protéger les coques des navires contre la corrosion. Comment la Chine a transformé cet élément fragile en arme stratégique de l'industrie? Et que cachent vraiment ces usines enfumées qui fournissent du magnésium au monde? Restez jusqu'à la fin, la réponse va vous surprendre. Tout commence dans la province du Shaanxi, au nord de la Chine, une région qui est le cœur de l'industrie du magnésium du pays. Ici se trouvent de nombreuses usines équipées de grands fours d'électrolyse qui fument sans interruption, d'une fumée grise épaisse, étincelant d'éclats métalliques. Ces usines peuvent être considérées comme des monstres industriels modernes. Par les fenêtres et les portes émanent du métal brûlant, le grondement des machines et le bruissement transforment le rythme urbain habituel en véritable fête de production. La magnézite est un carbonate de magnésium, largement répandu dans diverses régions du monde. Mais les plus grands gisements industriels se concentrent en Chine, en particulier dans la province du Shaanxi, qui produit plus de 60% de tout le magnésium chinois. Le processus technologique de production du magnésium commence par l'extraction de la magnézite, un sel naturel contenant le principal composant industriel, l'oxyde de magnésium.
Après extraction, le minerai est broyé et refondu pour obtenir de la magnézite pure. À cette étape, il est important d'obtenir une magnézite avec un niveau de pureté d'au moins 85 ou 90%, ce qui est un indicateur acceptable pour le traitement électrolytique ultérieur. L'augmentation de la teneur en magnésium dans la matière première améliore la qualité du produit final et la productivité de toute la production. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'électrolyse. Ce processus consiste à décomposer l'oxyde de magnésium en magnésium métallique et en oxygène sous l'influence du courant électrique. C'est précisément ici, dans des cuves électrolytiques spéciales, que toute la puissance de l'électrotechnologie entre en jeu. À l'échelle industrielle, on applique l'électrolyse dans des cuves spéciales, où le magnésium est dissous dans du chlorure de potassium et de magnésium, fondu à une température d'environ 800 degrés Celsius. Dans la cuve électrolytique, le courant électrique passe entre l'anode et la cathode, provoquant la réduction et la libération du magnésium métallique à la cathode. Simultanément, l'oxygène se forme à l'anode. Le processus nécessite des volumes colossaux d'énergie électrique, 12 000 kWh par tonne de magnésium. C'est précisément à cause de cette intensité énergétique que la production de magnésium est coûteuse et nécessite un accès proche à des sources d'électricité bon marché. Le résultat de l'électrolyse, ce sont des gouttes chaudes de magnésium pur, qui sont rapidement coulées dans des lingots métalliques. Ils ont une couleur argentée brillante, et leur légèreté et leur solidité fascinent de nombreux ingénieurs et concepteurs. Le magnésium métallique, produit après extraction, est immédiatement coulé en lingots d'une masse de 5 à 25 kg, ce qui facilite son transport et son utilisation ultérieure. Ces lingots arrivent dans les usines d'alliage aéronautique, d'électronique et de construction automobile. La production de magnésium est un cycle continu qui nécessite de grandes ressources énergétiques. Cependant, la Chine est équipée de centrales électriques modernes qui fournissent le volume nécessaire d'électricité sans interruption. Grâce aux propriétés uniques du magnésium, sa légèreté par rapport à l'acier et sa solidité, ce métal devient indispensable dans de nombreux domaines. L'un des plus innovants est l'industrie aéronautique. Des alliages solides et légers à base de magnésium sont utilisés pour fabriquer les ailes et autres structures supportant de lourdes charges des avions Airbus. Ces matériaux permettent de réduire le poids de l'avion, ce qui impacte directement la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de la sécurité environnementale des vols. Selon les statistiques, la Chine extrait plus de 10 millions de tonnes de magnézite par an, dont environ 25% vont à la production propre de magnésium. Le reste, la majeure partie est utilisée dans d'autres secteurs industriels, notamment la production de réfractaires et de ciment. Les usines chinoises de magnésium sont de véritables géants industriels, qui non seulement produisent du métal, mais donnent aussi le ton à tout le marché mondial. Les autorités chinoises soutiennent activement le développement de ce secteur, investissant dans l'innovation, la modernisation écologique et l'expansion de la production. Grâce à cela, le magnésium non seulement maintient ses positions, mais atteint aussi un nouveau niveau, aidant le pays à influencer les tendances mondiales dans l'aviation, l'électronique et d'autres domaines clés. En regardant l'ampleur de la production de magnésium en Chine et en imaginant les usines du Shaanxi avec leurs fours fumants, il est difficile de ne pas admirer la puissance de l'industrie moderne. Des fours de 8 mètres sont constamment chauffés à haute température pour que l'électrolyse se poursuive sans arrêt et des rangées interminables de lingots de magnésium sont transportés plus loin, vers les usines aéronautiques, les fabriques d'électronique et la production d'ordinateurs portables. Le magnésium est l'un des métaux les plus répandus dans la croûte terrestre.
Il occupe la 8e place en abondance parmi tous les éléments. Bien qu'il ne soit pas aussi dur que le fer ou l'aluminium, sa légèreté et ses propriétés uniques ont inspiré les ingénieurs à utiliser ce métal dans divers domaines, de la construction automobile aux technologies spatiales. Il est intéressant de noter que le magnésium est 4 fois plus léger que l'acier, ce qui permet de créer des structures légères mais solides. C'est extrêmement important pour l'aviation, où chaque gramme de poids compte. Les alliages à base de magnésium sont souvent utilisés dans la production d'avions Airbus, Boeing et même d'engins spatiaux de la NASA. Avec l'utilisation du magnésium, les avions deviennent plus économiques et leur empreinte carbone diminue, ce qui correspond à la tendance du développement durable. Dans un ordinateur portable moderne, le magnésium joue également un rôle important. Les alliages métalliques assurent la solidité du boîtier avec un poids minimal, rendant les appareils plus légers et plus pratiques pour les utilisateurs. Un autre fait intéressant est que le magnésium est souvent utilisé sous forme d'anode sacrificielle pour protéger les structures en acier contre la corrosion. Grâce à sa nature électrochimique très active, le magnésium se corrode progressivement, protégeant la structure métallique de la rouille. C'est important pour les ponts, les pipelines et les navires qui subissent l'action destructrice de l'eau de mer. Actuellement, le magnésium est activement étudié en combinaison avec d'autres métaux légers, aluminium, titane, zirconium. Les alliages légers avec du magnésium peuvent résister à des températures élevées, ont une bonne résistance à la corrosion et une excellente résistance mécanique. En conséquence, ces matériaux sont utilisés dans des domaines de pointe, des voitures électriques et équipements sportifs, à la construction de drones ultra légers et à la robotique.